La parole au doyen Serge Usan qui nous a concocté une séance passionnante et très ouverte. On va attendre de voir si elle est vraiment passionnante. En fait, la question qui est posée, elle est posée par les recommandations au troisième plan cancer qui viennent d'être formulées par Jean-Paul Vernant. Les gens pensent qu'il vient de pondre le troisième plan cancer. Non, il a émis des recommandations après avoir auditionné un certain nombre de gens, dont plusieurs sont ici dans la salle. Ces recommandations concernaient aussi, et beaucoup, plus que d'habitude, la chirurgie. Il faut quand même se souvenir que dans le premier plan cancer, il y avait déjà une allusion à la chirurgie, mais enfin, la chirurgie qui reste, on en est tous convaincus ici, même nos collègues oncologues médicaux en sont convaincus, le meilleur traitement du cancer, avoir une partie allusive dans le plan cancer, ça paraissait insuffisant. Donc là, c'est aller plus loin. Aujourd'hui, on va parler de 3 points qui ont été évoqués là-dedans, qui sont la formation des chirurgiens, dans quel site, selon quelle modalité. Deuxièmement, faut-il que ces chirurgiens aient une reconnaissance spécifique et une labellisation spécifique à l'heure où on fonctionne par labellisation. Je vous rappelle qu'on est en train de supprimer dans les universités les labellisations d'équipes d'accueil. Il y a des équipes mixtes, INSERM université ou CNRS université, c'est fini, les petites équipes, etc. Donc à l'heure de la labellisation, comment labelliser ces chirurgiens après les avoir formés et où? Deuxième point, c'est qu'il est clair que les soins adaptés à des formes avancées de cancer nécessitent une prise en charge dans des sites de niveau différents de celle qui est une prise en charge standard. Par exemple, en obstétrique, ça a été admis depuis 20 ans. Il y a des maternités de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, et aujourd'hui, faire naître un grand prématuré dans une maternité de niveau 1, sauf à n'avoir pas eu le temps de transférer le malade, est une faute relevant du pénal. Donc, clairement, il y a eu une avancée là-dessus. Alors, il ne faut pas se boucher les yeux, il faut regarder, préparer nos jeunes collaborateurs à ce genre de choses, à un mode d'exercice. Et puis enfin, il y a un troisième point qui est un petit peu sous-jacent dans ce rapport, qui est celui de la question du parcours de soins. Alors le parcours de soins, c'est le bon parcours de soins. Comment, quand on est pris en charge dans telle ou telle petite ville, être sûr, parce qu'on a un cancer qui relève de quelque chose de grave ou de recours, d'arriver au bon endroit. Et puis, une autre question, mais on ne va sûrement pas l'évoquer aujourd'hui, qui est un financement par parcours de soins qui, quelque part, peut-être sera un des premiers modèles pour le cancer. Mais s'il vous plaît, on va éviter cette question aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les questions qu'il y avait là. Alors, je m'y suis intéressé parce que la gynécologie, les cancers gynécologiques et mammaires représentent une question particulièrement prégnante dans ce domaine, c'est le cas de le dire, puisque c'est quand même une discipline qui va de la médecine fœtale, du diagnostic de la trisomie 18 sur des petits signes à l'échographie, au cancer gynécologique et mammaire. Donc c'est impossible de tout faire. Là au moins on est sûr d'avoir une discipline où il est grotesque d'imaginer qu'on puisse tout faire. Alors comment faire pour orienter les gens? Et puis comment faire pour que quand une discipline reste médico-chirurgicale, vous avez évoqué tout à l'heure le problème de la gastro-entérologie, de l'endoscopie et de la chirurgie digestive. Moi je crois que la grande erreur de la chirurgie digestive, c'est de ne pas avoir dit que la gastro-entérologie médico-chirurgicale n'était qu'une discipline. Aujourd'hui, il y aurait peut-être moins cette discussion. Moi, j'ai vu hier des urologues, M. Traxer, pour ne pas le citer, je vois Moser, l'ingénierie en chirurgie et en santé. Nous allons créer un institut d'ingénierie à Pierre et Marie Curie, est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, si on vous dit que quelqu'un va s'acheter un lithotripteur, c'est vraiment qu'il a du pognon à foutre en l'air, c'est fini. Il y a des endoscopes de 2 mm de diamètre qui vont aller cueillir la lithiase là où elle est et la retirer de façon élégante. Et les chirurgiens qui sont restés partie prenante de cette histoire
sont bien sûr des leaders. Donc je crois qu'il nous faut préparer nos collaborateurs à toutes ces avancées, y compris à s'intéresser à la souris, comme on vient de le voir. Ça ne veut pas dire que demain, nous allons tous devenir des bêtes de laboratoire, mais que si on veut vraiment faire de la médecine translationnelle, eh bien, il faut être capable de comprendre ce que font les autres disciplines. Alors, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc, toutes ces questions, on va les poser les unes derrière les autres, mais j'ai souhaité, et je l'en remercie, j'ai demandé à Suzette Delaloge, alors pour les rares qui ne la connaîtraient pas, Suzette est oncologue à l'Institut Gustave Roussy, c'est la grande prêtresse du cancer du sein, elle est oncologue médicale, et je lui ai dit, c'est quoi pour vous, ma chère Suzette, un chirurgien cancérologue qui est pour vous un bon interlocuteur? Et donc, je pense qu'elle va nous le dire.